Alain Escada, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur cette petite émission Internet. Euh, Vous êtes le président de l'association Civitas et récemment, je vais vous laisser peut-être vous présenter à notre audience qui peut-être ne vous connaît pas encore. Et nous allons parler aujourd'hui d'enracinement. Alors, en ce qui me concerne, je suis effectivement président de Civitas, qui initialement est un mouvement catholique qui défend la famille, l'identité catholique en France, qui lutte contre les spectacles blasphématoires, contre tout ce qui relève des attaques contre la famille, la dénaturation du mariage à travers la loi Taubira, etc. Mhm. Et à la rentrée, en septembre 2016, nous avons choisi de prendre le statut de parti politique pour mieux faire entendre notre voix dans le débat politique. Et cela nous a amené, bien sûr, à développer tout un programme, et notamment un programme de réenracinement autour justement de la défense de la France rurale, la défense de l'artisanat, la défense du petit commerce, de la paysannerie et le retour à la terre. Donc, ce qui nous amène évidemment à avoir pas mal de points communs. Tout à fait, et j'ai écouté récemment deux ou trois de vos conférences où vous expliquiez les raisons profondes de ce retour à la Terre, euh, et ce serait justement intéressant d'avoir votre point de vue qui est peut-être plus axé sur aussi une approche liée à la spiritualité, donc dans votre cas à la religion catholique, dont je suis moi-même nominalement attaché, euh, mais certainement que j'ai souhaité dans mes livres ne pas toucher pour laisser justement à chacun d'avoir justement son approche spirituelle, à raison ou à tort. Mais peut-être vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur la démarche qui vous a amené à cette conclusion qu'il faut se réenraciner et revenir à la terre. Alors, c'est une vision qui englobe plusieurs aspects. Elle est non seulement spirituelle, mais elle est aussi, je dirais, politique, économique. Elle concerne, grosso modo, euh, ouais, une série de motivations qui concernent le constat que nous vivons dans une société de plus en plus déracinée, de plus en plus matérialiste, de plus en plus mondialiste, et que les villes deviennent d'une façon ou d'une autre invivables. Elles génèrent toutes les perversions, elles sont les lieux de tous les lobbies, de tous les cercles de pouvoir, les lieux des jeux d'influence de la haute finance. On voit de plus en plus de nos concitoyens vivre dans des grands centres urbains dans une précarité, euh, vivre soit dans des taudis, dans des HLM, soit être quasiment à la rue. De plus en plus de SDF sont visibles dans les rues de nos grandes villes. Ceux qui ont la chance de n'être ni SDF ni de vivre dans des taudis vivent néanmoins généralement dans une situation de stress, de pression entre ces transports en commun, ces exigences d'une société matérialiste où on ne peut perdre un seul instant pour satisfaire les exigences du rendement économique, etc. Et donc finalement, nous considérons que le village, la France rurale, c'est le lieu où l'homme peut naturellement revenir au réel. Pour nous, la notion de réel est extrêmement importante. La notion de réel, elle amène l'homme non seulement à pouvoir retrouver un environnement qui lui permette de vivre correctement avec sa famille, mais aussi de retrouver le lien avec la terre et le lien avec Dieu.
Dans les grands centres urbains tels qu'ils sont aujourd'hui sous la coupe des puissances financières, il n'y a plus de place pour Dieu. C'est le vice, c'est le tout à l'argent, c'est le rendement avant tout. Dans les villages, le temps n'est pas considéré de la même façon. C'est le moment de retrouver le cycle naturel du temps, de vivre en harmonie avec la nature, avec l'environnement, avec les animaux, puisqu'il faut à ce moment-là voir l'aspect paysannerie, l'aspect élevage, etc. Mais aussi, du coup, avec justement le clocher, avec Dieu. Et nous sommes évidemment, nous, très attachés à cette notion de France des terroirs et des clochers, où nous pensons que le français moyen peut retrouver une nouvelle vitalité, de nouvelles sources de prospérité, en tout cas sortir de cet asservissement, de cet avilissement, de cet esclavage des temps modernes que l'on connaît dans les grandes villes. C'est évident que d'un point de vue strictement euh, catholique, même chrétien, le monde moderne est complètement à l'opposé des textes et des enseignements qu'ils apportent. Mais je dirais, même d'un point de vue purement matérialiste, euh, on peut juger un arbre à ses fruits et que le monde moderne, qui certes nous apporte énormément de confort et de bienfaits, nous apporte également des excès, sans même aller dans un jugement moral, nous apporte clairement le malheur, des choses qui nous rendent malheureuses, qui nous rendent malsains, même au sens premier du terme, physiquement, des maladies nouvelles. Et on voit d'ailleurs que l'espérance de vie commence à baisser dans la plupart des pays industrialisés, enfin modernes, et que probablement nous avons mangé notre pain blanc dans les avantages de la modernité, que nous sommes en train de commencer à en payer le prix fort. Et donc, dans ce que vous expliquez, dans ce réenracinement, évidemment, ça prêche pour ma paroisse également, si je puis, si je puis prendre cette expression. Mais j'aurais une question, alors, peut-être en préambule, à comment se réenraciner, parce que souvent, il m'arrive d'avoir des personnes religieuses qui, à mon avis, n'ont pas compris certains textes, mais en tout cas qui nous disent rien ne sert de se préparer, de toute façon, ce qu'il faut, c'est sauver nos âmes, et si nous sommes des croyants, nos âmes seront sauvées, un point c'est tout. Et j'ai beau leur expliquer que aide-toi et Dieu t'aidera, la survie matérielle, ou certainement même la vie harmonieuse et avec le bonheur qu'elle nous apporte en famille, euh, est tout aussi importante que éventuellement, pour ceux qui y croient, la sauvegarde de leurs âmes. Et que nous sommes des êtres également de chair et de sang, et nous avons des familles, donc des enfants, et nous ne pouvons pas simplement dire à nos enfants, c'est pas grave, prie, et si tu vas finir égorgé par un barbu ou mis en esclavage par un système financier, c'est pas grave parce que ta vocation c'est d'être un martyr. Moi je me refuse et je crois que la plupart des chrétiens et des catholiques n'ont pas cette pensée fataliste. Donc je pense qu'effectivement, il y a des catholiques qui, en fait, en ce moment, sont dans une forme de ce qu'on appelle le quiétisme, qui considèrent, somme toute, qu'ils n'ont qu'à prier et attendre que Dieu leur apporte le salut. Et je pense que ces gens-là ont vraiment euh, très mal interprété la doctrine catholique, se trompe radicalement dans leur analyse. Le quiétisme est une erreur théologique. Dieu n'apportera pas le salut sur un plateau. Les catholiques, comme les autres, sont en devoir d'agir et de faire ce qu'il faut
pour mériter la grâce, le salut. C'est ainsi qu'on voit les choses dans la doctrine catholique, selon la formule bien connue de Sainte Jeanne d'Arc. En nom Dieu, les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Mais Dieu ne donnera pas la victoire si les hommes ne bataillent pas. Et donc, c'est ces gens-là qui croient qu'il ne faut rien faire, il faut attendre tranquillement dans leur salon ou à genoux dans une église en pensant que ce qui se passe autour d'eux n'a aucune espèce d'importance. Ces gens-là sont dans une erreur théologique et doctrinale grave. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous voyons à quel point les familles dans les villes se portent mal, à quel point éduquer ses enfants convenablement dans les villes est de plus en plus difficile. Donc, à quel point, comme vous l'avez rappelé, les conséquences en matière de santé sont de plus en plus importantes. Il est évident que la malbouffe, la pollution, toute une série d'éléments entrent en compte qui s'additionnent les unes aux autres, toutes ces malfaisances qui font que nous orienter vers la campagne, vers la France rurale, est une évidence qui s'impose à quiconque est prêt à ouvrir les yeux. Et puis ensuite, il y a un élément qui pour moi mérite vraiment une insistance, qu'on en parle avec insistance, c'est le fait que les banques sont en train de préparer la disparition de la monnaie réelle, de l'argent liquide, oui, pour envisager de ne plus nous laisser que l'argent virtuel. Ça signifie en gros que demain, celui qui pense mal, qui est un dissident, qui est repéré comme tel, eh bien, en 2 clics, on peut lui vider son compte d'argent virtuel. On peut le mettre à mort socialement et économiquement. C'est donc une façon majeure d'éliminer toute opposition, toute dissidence, toute résistance dans les villes à travers la disparition de l'argent liquide. Et je pense que justement, il est plus qu'urgent pour tenter de nous préserver au mieux de cela, eh bien de nous réorienter vers les villages et de mettre en place des économies parallèles qui nous permettront au moins de survivre par rapport à cette tyrannie qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on est plus loin de la concrétisation d'un Big Brother qui sera véritablement despotique. Effectivement, sauf erreur, le dicton comment on appelle ça, le motto des bénédictins me semble est ora et labora, prix et travail. Donc l'aspect travail est très important. Oui. L'un des avantages, il y a d'autres avantages clairement dans le réenracinement à la campagne. Tout d'abord, c'est que les prix de l'immobilier et du terrain sont encore aujourd'hui extrêmement faibles en France. Et donc, ils permettent, pour le prix d'un studio à Paris, d'avoir pratiquement une ferme dans le centre de la France. Mais il y a un autre avantage auquel on ne pense pas toujours, c'est que lorsque l'on se réenracine, notre pouvoir politique dans une petite communauté devient soudainement, proportionnellement beaucoup plus élevé que lorsque nous sommes dans une grande agglomération. Et que si plusieurs familles qui s'entendent bien, qui partagent la même façon de voir le monde, se retrouvent à acheter des terrains dans le même village, non seulement cela aura des avantages en nature, puisqu'ils vont pouvoir produire une partie de leurs besoins sous forme de nourriture, d'eau, et donc ça fera des économies, et donc ça permet aussi une certaine autonomie. Et là, impossible à une banque de venir supprimer votre potager, du moins pour l'instant. En tout cas, il faudra le faire avec la force armée, ce qui amène toute une série de problèmes
qui sont autres que simplement leur pouvoir immatériel, mais aussi un pouvoir politique, puisque plusieurs familles dans une commune, quasiment, ça veut dire que très rapidement, ça veut dire qu'ils font partie du conseil communal, qu'ils peuvent Tout à fait. devenir maires, et donc peser sur le choix de qui habite ou pas dans cette commune, de quels sont les travaux publics à mettre en place, et de finalement mettre en place une politique d'accueil de gens qui peut-être moins fortunés seraient souhaitables à vivre dans cette commune, des gens qui ont des savoir-faire et qui partagent une certaine forme de pensée, pas forcément dans la même religion nécessairement, mais en tout cas qui ont, moi je le vois dans ma commune, qui est une commune à très grande majorité catholique, euh, certains états d'esprit sont très vite accueillis et d'autres non. Et on voit très bien que cette capacité à s'enraciner, elle donne un bonheur de vie qui est immense par rapport à cette vie dans les grandes villes, Bruxelles, Paris, Lyon et Londres et d'autres, qui est une vie misérable de plus en plus et difficile avec. Voilà. Tout à fait. Je pense que là, il y a une voie justement pour une vraie recherche de biens communs, une vraie coopération. Les gens là peuvent imaginer toutes sortes d'alternatives, le troc, Oui. la monnaie locale, si réellement quelques familles investissent de petits villages et petit à petit en prennent aussi le contrôle politique, ou en tout cas influence très réellement le domaine politique. Et si cela peut se faire finalement petit à petit sur quelques villages voisins, de façon à aussi influencer ce qu'on appelle la communauté des communes, eh bien petit à petit on peut être en mesure non seulement d'y réinvestir dans le petit commerce local, d'y défendre des formes coopératives en matière agricole, d'y initier une monnaie locale qui permet justement, là encore, de contourner les banques et les puissances d'argent. Donc on peut bien sûr y développer une petite école qui peut être hors contrat, ou bien l'éducation, l'enseignement à domicile. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de développer des alternatives, et bien sûr évidemment il faut les envisager sous toutes les formes, avec aussi tout ce qui est l'autonomie énergétique, hydraulique, etc., pour être en mesure de faire face à toutes sortes de difficultés des temps modernes. Oui, il est important de souligner que la vie rurale n'implique pas nécessairement une rusticité de tous les instants et permet aujourd'hui, grâce à la technologie, notamment dans la communication et dans la production d'énergie, de garder un confort tout à fait moderne, tout en contraire ayant une proximité et une entraide très naturelle avec justement ses voisins, par ne serait-ce que le troc, la garde des enfants, et puis une proximité de travail qui est difficile dans les villes où tout est abstrait, où même les métiers sont abstraits. Dans la campagne, lorsqu'il faut refaire une toiture de la grange, ou lorsqu'il faut faire réparer sa voiture, on trouve assez rapidement des gens qui, en échange de quelque chose, ou en tout cas pour des prix bien moindres que presque ce qui est du vol dans les grandes villes, sont capables de faire ce travail. C'est aussi l'émergence justement d'une autre solidarité et d'un lien beaucoup plus tourné vers le réel, mais ce lien de communauté, ce lien de solidarité, cette notion d'identité aussi qui peut y être beaucoup plus développée. Alors, une question que l'on me pose souvent, et je voulais avoir votre avis sur peut-être quelle était votre approche, c'est celle du fait que pour beaucoup de gens, revenir vivre à la campagne, c'est faire un saut dans le passé. Et moi, je crois que non. Oui, bien sûr. Mais qu'en pensez-vous? Mais, je sais que certains
aiment caricaturer l'idée de retour à la France rurale. Alors pour les uns, ce sera le retour à la France médiévale, pour les autres, ce sera le retour à la France pétainiste. Euh, euh, J'entends quantité de caricatures de la sorte lorsque nous tenons ce propos de revalorisation de la France rurale, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un retour vers un bien antérieur, mais vers un bien supérieur. Ce ne sont pas là des principes du passé, mais des principes supérieurs qui restent, à mon sens, éternellement valables. Le lien familial, le lien à la terre, le lien de solidarité, l'aspect d'identité, tout le lien avec la nature, la plus grande mise en avant de l'aspect spirituel avec cette église qui est au centre du village, tout ça me semble être éternel en réalité pour offrir le bien commun à ceux qui nous écoutent. Et puis, je ne vois pas en quoi finalement ceux qui nous caricaturent de la sorte peuvent justifier que le mode de vie actuel dans les centres urbains témoigne d'un progrès. Je ne vois pas en quoi le fait d'être demain tous avec une puce électronique entre le pouce et l'index, avec une surveillance électronique du moindre de nos faits et gestes dans les grandes villes, en quoi cela relève d'un progrès. Je ne vois pas non plus en quoi le fait que l'homme moderne, l'homme du 21e siècle soit un nomade à la merci de la moindre délocalisation, de l'hyper-compétitivité de multinationales, en quoi c'est un progrès, non? Moi, je pense que le progrès, c'est de vivre dignement, de vivre sainement, et de vivre saintement si tout cela est possible simultanément, ce que je crois dans les campagnes. Et en tout cas, je pense que voilà, la famille retrouvera là une forme de bonheur qu'elle ne trouve plus aujourd'hui dans les villes. Mais vous l'avez souligné tout à l'heure, tout simplement le fait qu'effectivement, déjà, on peut trouver dans les campagnes un logement décent, même spacieux, qu'il est impossible désormais de trouver dans les villes, à moins d'être fortuné. Est-ce que le français moyen préfère envisager une existence dans un HLM plutôt que dans une maison de campagne où il y a de l'espace pour la famille, où il y a l'occasion de cultiver un potager, d'avoir quelques bêtes pour développer quelques biens de consommation, d'alimentation. Enfin bon, il y a un tout autre prisme pour orienter la vie dans la campagne qui me semble être beaucoup plus attirant et mérite beaucoup plus de valorisation. Et puis la paysannerie, je pense que là encore, il faut dire à quel point le paysan, c'est un métier important, essentiel dans le monde, dans les besoins d'une nation. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde devrait être universitaire, ingénieur, médecin, avocat, et sans critiquer ces professions, bien sûr, eh bien, il faut rappeler qu'en réalité, il y a de la place pour tout le monde, mais surtout, il y a de la place pour tout le monde, justement, lorsqu'on est en mesure de revaloriser tous les petits métiers, tout le savoir-faire manuel, et justement, pendant trop longtemps, on a dévalorisé, on a trop
critiquer ceux qui n'avaient pas les capacités intellectuelles d'être ingénieur, médecin, avocat, que sais-je. Eh bien, je pense que justement la France rurale, elle est une voie évidente, naturelle, pour que toutes sortes de petits métiers renaissent avec justement des voies extraordinaires pour contourner tout ce qu'on nous dit en matière de chômage, d'emploi, etc. Eh bien, bon, je pense que justement, là, il y a de l'emploi. Si on revalorise la France rurale, là, il y a de l'emploi. Il y a vraiment justement un besoin de se préoccuper de cette France rurale. En ce moment, on voit des tas de villages abandonnés, désertifiés, alors qu'en fait, ces villages représentent des opportunités extraordinaires pour quelques familles qui voudraient s'y investir avec énergie. J'ajoute, c'est tout à fait juste, et j'ajoute que même pour des personnes qui sont aujourd'hui dans des activités professionnelles à succès ou qui fonctionnent tout à fait, qui sont parfaitement intégrées dans le monde, même ce monde nomade, je l'ai été moi-même longtemps, euh, grâce aux moyens de télécommunication modernes, il est tout à fait possible de travailler de nombreuses journées par mois, par semaine sans doute, depuis la maison, depuis chez soi, et donc que l'on soit en fin fond du Cantal ou en Bretagne ou dans la forêt des Ardennes, ne change rien par rapport à la capacité de travailler, de communiquer, de produire souvent ce travail de bureau que l'on nous demande et de temps en temps, certes, prendre le train, la voiture et se rendre en ville, passer une nuit à l'hôtel et passer 1 ou 2 jours en réunion, voir ses collègues, etc. Donc c'est tout à fait compatible. Je l'ai fait également pendant quelques temps, pendant quelques années, avant de complètement arrêter un travail dans des grandes entreprises. C'est tout à fait possible de garder cette vie de presque semi-nomade que l'on nous oblige à faire sans avoir à vivre en ville. Et j'ajoute que, encore une fois, c'est très important, je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent sont des pères et des mères de famille. Euh, la- la- L'environnement est infiniment plus sain pour les enfants, pour leur structuration mentale, pour leur structuration physique, et je dirais même pour leur structuration morale, Oui, de vivre à la campagne qu'en ville. Et bien justement, sûr. sur cette structure morale, peut-être, je ne sais pas si vous avez vous-même une famille ou des enfants, mais ou par l'expérience de gens que vous connaissez qui ont fait cette démarche, comment est-ce que vous voyez dans l'éducation des enfants une meilleure vie à la campagne qu'en ville? Ouais, la comparaison me semble sauter aux yeux. Aujourd'hui, lorsque on voit dans les grandes villes des panneaux d'affichage vanter l'homosexualité, le vice, la perversion, c'est au coin de la rue, c'est à la sortie de l'école des grandes villes. On a vu il y a quelques semaines à peine une campagne d'affichage pour la lutte contre le sida, avec le soutien du ministère de la Santé, euh, mettre à la sortie des écoles sur des panneaux d'affichage, des abribus sur les trottoirs à quelques mètres des sorties d'école, des affiches qui étaient obscènes et que sans que l'on soit bégueule, sans que l'on soit bigot, eh bien beaucoup de familles, même non croyantes ou non pratiquantes, ont trouvé ces affiches choquantes. Lorsque l'on vit à la campagne, on n'est pas confronté à ces campagnes publicitaires, à ces affichages qui véritablement mettent en exergue le vice, la perversion. Je pense aussi que justement, le simple fait de ne plus être confronté à ce monde multiculturel obligé, forcé, c'est aussi un élément important pour retrouver ce que l'on est, retrouver ses racines, ses us et coutumes, les traditions de ses ancêtres.
Aujourd'hui, lorsque on vit dans une grande ville, la perte de l'identité saute aux yeux. Vous entrez dans un métro et vous ne savez plus dans quel pays vous êtes. Lorsque vous êtes dans un village, au moins vous ressentez immédiatement à quelle identité vous appartenez, dans quelle nation vous vous trouvez. C'est aussi important en termes de notion de réenracinement. Je pense que le nomadisme aujourd'hui, promu par les mondialistes, il n'est pas que économique, il est aussi interlope, multiculturel, il envisage le métissage obligatoire, comme avait dit Nicolas Sarkozy dans un discours il y a quelques années. Justement, dans la France des campagnes, de tout ça, on peut encore se préserver, même si on sait que le gouvernement actuel en France a la volonté d'imposer l'arrivée de demandeurs d'asile jusque dans les campagnes. Mais on sait à quel point justement ça soulève là une résistance que l'on ne retrouve déjà plus dans les villes. C'est vrai que aujourd'hui pour aller au Mali, il suffit de prendre le métro à Paris, mais malheureusement il n'y a pas le soleil. Euh, c'est dommage, le Mali ou le Sénégal sont des beaux pays et on préférait pouvoir aller là-bas pour les découvrir au lieu de les découvrir sous terre ou dans les quartiers de nos villes. Alors justement, vous Mais oui, parlez de... justement, j'interromps juste un instant à ce Oui, sujet, mais euh, le problème, ce n'est pas d'apprécier ou de ne pas apprécier les autres cultures. mais bien Le sûr. problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on nous force à vivre, c'est un melting pot où finalement, plus aucune coutume, plus aucune culture, plus aucune racine n'est respectée. Bien sûr, et que personne n'a demandé non plus. Tout à fait. En tout cas, démocratiquement, personne n'a eu son mot à dire sur ce choix. Alors, justement, vous parliez de ce phénomène récent, notamment en France, mais qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu en Italie, j'y étais ces quelques derniers jours, où un grand nombre de ces migrants, qu'on appelle justement de manière chasse migrants, mais qui sont plus une sorte oui, d'armée d'invasion, de remplacement de la population européenne, sont de plus en plus distribués dans les campagnes. Et cela m'amène à une problématique encore une fois, je retrouve souvent dans mes interlocuteurs catholiques, c'est celle liée à l'utilisation de la violence. On va dire dans un cadre purement défensif, évidemment, tel que préconise la loi, mais qui parfois me semble bien naïve chez beaucoup de catholiques, et là aussi, il me semble, très modestement, parce que je ne suis pas un expert en théologie, il me semble qu'il s'agit également d'une façon de mal comprendre les textes, et où on me dit toujours non, non, un catholique doit être totalement non violent, et or il y a des chasseurs, et c'est clairement être chasseur est quelque chose que j'encourage, surtout si on se re-enracine dans la campagne, il faut savoir être bien entendu dans le cadre de la loi armé pour pouvoir bien sûr chasser et également se défendre. Alors, alors pour moi c'est très important de dire que je préconise toujours de rester dans le cadre de la loi, mais ça m'amène à cette question, de votre point de vue, quel doit être le lien parfois, beaucoup de catholiques sont en deçà de ce que permet la loi. Ils Oui, s'auto-censurent sur leur capacité à se défendre, qui est pourtant légale tout et à en fait. plus Mais morale. je pense que là, on a de nouveau affaire à un catholicisme dévoyé. Tout ça, ce sont les conséquences du modernisme dans l'Église, du Concile Vatican II, où on a voulu finalement transformer l'Église de l'intérieur, la subvertir de l'intérieur, en transformant les catholiques en des bisounours. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine de voir à quel point trop de catholiques se sont laissés embrigader dans cette vision édulcorée du catholicisme qui n'a rien à voir avec la réalité. Et je rappelle un élément tout simple par rapport à la violence. Il y a la bonne violence, il y a la saine violence. Et
Rappelons-nous que le Christ a chassé les marchands du temple à coups de fouet. C'est une violence. Il ne les a pas chassés du temple avec des mots doux. Il les a chassés du temple à coups de fouet. C'est donc bien la démonstration qu'il existe une saine violence, une juste violence, une violence justifiée selon le catholicisme. Et évidemment, ça relève tout simplement du bon sens. Le catholicisme, c'est aussi l'application de la loi naturelle, de l'ordre naturel, et il faut être particulièrement idiot ou aveuglé pour ne pas comprendre qu'il y a des notions de légitime défense qui existent non seulement pour des individus, mais aussi pour une nation ou une collectivité. Et donc, en soi, lorsque l'on est face à une invasion ou à une agression, il est normal, il est naturel, c'est même un devoir de se défendre et de repousser l'agresseur ou l'envahisseur. Autrefois, ça allait de soi. Quelle nation à travers l'histoire n'a pas pris... Aïe. Quelle nation à travers l'histoire n'a pas utilisé la force lorsqu'il s'agissait de repousser l'agresseur ou l'envahisseur? Tout ça relève d'un simple bon sens qui est de... Qui... En tout cas, je voudrais dire vraiment au père de famille que celui, en tant que père de famille, qui n'est pas prêt à défendre son épouse ou ses enfants si ceux-ci sont agressés, c'est un lâche. Donc, il va de soi que pour un catholique, il doit y avoir compréhension qu'il y a le devoir de faire usage de la force à chaque fois que sa famille est en danger, que sa patrie est en danger, que l'Église est en danger. Les exemples sont multiples à travers l'histoire, à travers les enseignements de l'Église aussi, à travers l'histoire des nations, comme les enseignements de l'Église, que la violence justifiée existe bel et bien et est un devoir à de nombreuses reprises dans l'existence. Alors, depuis 5 ans où mes livres sont sortis et qui ont eu par bonheur un grand succès, j'ai tendu la main à de nombreuses, tout d'abord des individus, mais aussi des groupes de personnes de bonne volonté, y compris des gens d'ailleurs, hein, parce que je touche des gens du monde entier, donc y compris des musulmans. Comment puis-je faire quelque chose pour vous aider, vous, vos amis catholiques, ceux qui vous écoutent, pour vous aider dans votre démarche, qui me semble très saine, d'un retour bien compris et sain à la terre et à une vie plus harmonieuse. Comment est-ce que modestement je peux faire? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, vous le faites dès à présent en me donnant la parole auprès de vos auditeurs. Mais je pense que vous pouvez nous aider également, justement, en expliquant devant nos publics également l'expérience que vous avez. C'est justement un savoir-faire, une expertise dans le réenracinement, dans la réimplantation en zone rurale, qui peut être précieuse, qui peut être un témoignage efficace pour montrer que c'est de l'ordre du possible. Ensuite, je pense que nous avons tout intérêt, j'en suis convaincu, à essayer d'avoir des activités ensemble qui justement permettraient à nos publics respectifs de s'additionner, de se connaître et de voir que nos messages sont très complémentaires. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il faut
essayer que les gens de bonne volonté qui ont compris toute cette notion de réenracinement et de réimplantation en zone rurale euh, s'organisent de façon intelligente et structurée, pardon, pour faciliter l'implantation de nouvelles familles en zone rurale. Je pense que, bien sûr, dans un premier temps, chacun peut le faire à son niveau personnel, peut y aller soi-même, avec sa famille, s'implanter, acheter une maison, se réorganiser. Mais si nous considérons que les choses vont aller très vite dans le mauvais sens et qu'il faut faciliter cette implantation en zone rurale, eh bien, je pense que nous devons aussi mettre en place des structures, des organisations qui facilitent cette réimplantation pour des familles qui n'ont pas nécessairement la vision de comment faire. Je pense qu'il faut notamment être en mesure d'organiser à un moment ou l'autre des sociétés immobilières qui puissent racheter des biens des villages abandonnés, des villages désertifiés, et avec des volontaires dans différents corps de métier, trouver des arrangements pour que chacun y participe, soit justement avec un savoir-faire, soit avec des moyens financiers, pour remettre en place des villages, des petits villages, redonner vie à de tels petits villages et faciliter l'implantation d'un plus grand nombre de familles qui en réalité attendent cette opportunité, mais ne perçoivent pas nécessairement comment, avec leurs faibles moyens, elles peuvent y arriver. Alors, tout à fait, je crois que vous organisez prochainement un colloque. Peut-être vous pouvez nous en dire plus et donner les dates pour que nos auditeurs En peut-être s'y intéressent. effet, le, le 11 mars 2017, à Rungis, de 10 heures à 18 heures, nous organisons ce que nous appelons la première fête du pays réel. Alors donc nous avons loué à Rungis un grand espace couvert avec une partie réservée à des exposés, à des conférences, comme une salle de meeting, et puis une autre partie encore plus grande réservée à des stands d'artisans, d'écrivains, de viticulteurs, de brasseurs, d'associations, de maisons d'édition, de congrégations religieuses, de façon justement à redonner cette notion de pays réel à ceux qui veulent justement découvrir un peu ce que cela revêt sous toutes ses formes. Pour justement tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, non pas simplement par l'intermédiaire d'un courrier ou d'un mail, eh bien c'est l'occasion d'avoir des responsables en face d'eux et de pouvoir entamer un contact pour justement envisager tous ces aspects-là de la vie réelle, du retour à la France rurale, du retour à la notion d'identité, du réenracinement sous toutes ses formes et voir ensemble eh bien, ce que nous pouvons faire parce que je répète souvent et j'en suis intimement convaincu que chacun, selon ses talents, selon ses compétences, selon ses disponibilités, peut participer à ce projet. Il n'y a personne qui en est exclu s'il en a réellement la volonté et s'il comprend bien vers quoi nous allons. Tout à fait. Y a-t-il un site internet Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, pour trouver tous les renseignements complémentaires pour participer à cette fête du pays réel, trouver l'adresse exacte, les transports en commun qui y mènent pour ceux qui viennent de cette façon, je vous invite à visiter le site de Civitas. C'est www.civitas-institut.com www.civitas-institut.com. Et puis, bien sûr, évidemment, les gens peuvent également contacter téléphoniquement notre secrétariat
au numéro de téléphone suivant, le 01 34 11 16 94. 01 34 11 16 94, ou nous écrire directement par la voie postale à notre secrétariat qui est installé, donc c'est Civitas, qui est installé 17 rue des Chasseurs à 95 100 Argenteuil. Ah bah voilà une adresse Qui évoque qui est des sous de choses bons à auspices. vos oreilles. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette démarche. Et nous aurons l'occasion, hélas, le 11, je sais que vous aviez eu la gentillesse de m'inviter pour cette journée du 11 mars. Hélas, C'était avec grand plaisir. je suis en déplacement et donc j'avais déjà des engagements à cette date-là, mais comptez sur moi en 2018, si évidemment on est tous là en 2018, mais certainement comptez sur moi pour faire ce qui est dans mon possible pour vous aider, vous et vos Je ne amis. manquerai pas justement d'essayer de vous inviter à d'autres activités. Je pense que dès que nous le pouvons, ce serait une excellente chose que nous fassions une ou autre conférence ensemble et que cela éveille certaines consciences. Eh bien, avec plaisir, si vous, si vous acceptez mon langage habituellement provoquant Il n'y a et pas de un peu souci. plébéien. Très bien. Je vous remercie beaucoup Merci encore à vous. et puis à une très très prochaine.